bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on prenait le temps de réfléchir à la parentalité lorsque le chemin emprunté est bien différent de celui qu'on imaginait? Et si l'amour, la résilience et l'humour pouvaient transcender les montagnes du quotidien, même lorsque celui-ci est bouleversé par l'annonce d'un handicap rare? Dans cet épisode poignant qui me touche particulièrement parce qu'il a réveillé chez moi une des plus grandes peurs que j'avais dans mon souhait de parentalité, je reçois Morgane, une maman lyonnaise pleine de courage et d'intelligence du cœur. Maman de Nate, 5 ans, porteur d'un lourd polyhandicap lié au syndrome d'Alan-Hernan-Dudley, et d'Amy, sa petite sœur de 18 mois, Morgane a accepté de nous ouvrir les portes de son histoire familiale avec une honnêteté désarmante et une sensibilité contagieuse. Ce qui rend Morgane particulièrement unique selon moi, c'est sa capacité à tirer de la lumière là où on s'attendrait à ne trouver que des épreuves. Ancienne hyperactive, jonglant autrefois entre plusieurs métiers à Paris, elle s'est vue propulsée dans un quotidien de femme au foyer et d'aidante familiale, naviguant avec détermination le tourbillon du handicap, de la maternité et de ses propres fragilités. L'anecdote de la découverte tardive de sa grossesse, alors qu'on lui avait annoncé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, est déjà le début d'une aventure hors du commun, pleine de rebondissements et d'émotions. Au fil de notre échange, nous abordons des questions essentielles. Comment surmonter le choc du diagnostic? Comment gérer la charge physique et mentale d'un enfant totalement dépendant? Quelles ressources, quelles aides, quelles structures pour accompagner au mieux les familles? Morgane nous parle sans tabou des moments de découragement, de culpabilité et de comparaison, mais aussi du soutien vital de son entourage, de la lumière que lui apporte le sourire de Nate, et des petits bonheurs qu'elle s'autorise à savourer. Ensemble, nous avons aussi exploré les différences entre ces deux enfants, la place de la Delphi, le rapport à soi dans le tumulte, le rôle de l'association, le sourire honnête et la solidarité entre parents concernés. Cet épisode, c'est une plongée authentique dans la réalité du polyhandicap, mais aussi dans la puissance du lien, de l'adaptation et de l'espoir. Que tu sois parent, aidant, aidante ou simplement curieux ou curieuse de comprendre la diversité des vécus familiaux, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout. Tu trouveras une ressource précieuse d'inspiration et surtout une formidable démonstration de force et de tendresse. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub, en avance, et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. C'est parti pour cette chouette discussion. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, donc moi, c'est Morgane. J'ai eu 29 ans, il y a pas longtemps. Et je suis maman de 2 enfants. Donc, Nate, qui a 5 ans, et Amy, qui a bientôt 18 mois. Je suis mariée, j'habite à Lyon, du coup. Merci de venir ici. Et voilà, on est dans l'ouest lyonnais, un peu à la campagne. Moi, j'ai arrêté le travail il y a 5 ans, du coup, à la naissance de Nate. Okay. J'ai jamais pu reprendre. D'accord. Bon, après, il y a eu Amy aussi, donc pour l'instant, je profite d'elle, elle est encore petite. Okay. Et voilà, mon mari, il travaille, il est beaucoup en télétravail, ce qui est très pratique. Il a aussi un bureau à Lyon. Lui, il a pu continuer, heureusement d'ailleurs, son travail. Et voilà. Donc là, t'es femme au foyer. Eh oui. C'est un travail. C'est un travail, c'est vrai qu'on dit qu'on n'a pas de travail. En plus, du coup, je suis aidante. T'as pas d'emploi, et en plus t'es aidante. Et donc, oui, ça fait déjà... Mais bon, aux yeux de la société, des fois... Tu n'as pas d'emploi? Je n'ai pas d'emploi, non. Et avant, donc du coup, on habitait à Paris. Okay. Donc j'ai fait mes études. Enfin, on est lyonnais de base tous les deux. On s'est rencontrés à Lyon. Ensuite, moi, je faisais encore mes études. Donc j'ai commencé mon master à Paris. D'accord. J'ai arrêté mon master. Ça, je pense qu'on en parlera un tout petit peu plus tard. J'ai arrêté mon master parce que ça me convenait pas. Okay. Décision difficile. Mais du coup, j'ai arrêté. Et alors, je faisais plein de choses parce que à Paris, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Je suis très active. Okay. Je déteste la routine. J'aime faire plein de choses. J'aime toucher à tout. Et du coup, je faisais plein de choses. J'étais à mon compte, j'étais salariée, j'avais un CDI à temps partiel, un CDD et j'étais à mon compte. Et je faisais 3 ou 4 jobs différents dans la journée. Okay. Donc, j'étais pas mal occupée. Mais en fait, j'aimais trop cette vie.
C'était trop cool. Et ton mari, il bosse dans quoi là maintenant? Et mon mari, alors il travaille dans le monde, dans le domaine de l'industrie. Ok. C'est une entreprise allemande, ils ont une filiale française. Et lui, il dirige du coup la filiale française. Ah oui, d'accord. Ah oui, un gros poste quand même. Il a évolué. Ok, et bravo. effectivement, Chouette. c'est bien. Ouais, ça aide quand même à te dire. Ça aide. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Nate et les premiers moments avec lui? Oui. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé aussi à décider de faire un enfant? Eh ben, ce moment n'est pas arrivé. Parce que du d'accord. coup, Nate, c'était une belle surprise. Grosse surprise. Enfin, j'avais pas fini mes études, du coup. Et voilà, c'était un déni de grossesse. Donc, c'était pas du tout prévu. Avec Victor, donc mon mari, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble. Ça allait faire, quand on l'a su, ça allait faire bientôt 2 ans. Donc, c'était pas non plus un long moment. Et c'était pas du tout dans nos projets actuels. Nate est arrivé. On l'a su à 6 mois et demi de grossesse. Donc, Ah oui. quand même très tard. Très Ok. tard. Et il est arrivé à 8 mois. donc, donc ça a été rapide. Un mois et demi pour se préparer, quoi. Ouais, c'est ça. Chaud. Ouais, c'était trop rapide et en fait j'ai pas eu l'impression d'être enceinte du tout. Mais ouais, tu m'étonnes. Et il est arrivé 1 mois à l'avance et 1 mois. Il devait naître le premier jour du confinement. Finalement, c'était cool qu'il arrive un peu avant. Donc J'ai toujours cette question qui me vient, et sans jugement aucun, hein, sur les grossesses surprises. Il y a quoi? Il y a eu un accident de capote, un problème de pilule? De quoi vous casse? alors non, moi dans mon cas, donc j'ai fait je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté mon master. D'accord. Parce que en fait, j'avais eu déjà, ça faisait déjà un long moment. Donc j'avais été hospitalisée une première fois en 2016. Donc j'avais mis sur pause mes études. Ensuite, j'ai repris mes études et au final, quand je suis arrivée dans ce master, ça me plaisait pas du tout. Je me reconnaissais pas. J'avais suivi un peu mes 2 grandes sœurs. C'était Et quoi voilà, comme de me master? dire. C'était un master en finance en alternance. Ok. Donc sur 2 ans, j'étais en alternance au Crédit Agricole et voilà, je faisais des dossiers de crédit. Mais voilà, ça me correspondait pas d'être toute la journée devant un écran. Je voyais pas trop de sens. J'aime bien avoir un sens à ma vie, enfin trouver comprends. en tout cas du sens pour moi. Donc décision très très difficile parce que j'ai arrêté mon master en en première année de master, ce qui voulait dire que j'avais pas de diplôme. Eh oui. Et j'ai arrêté, mais en fait j'étais trop mal. Parce que la licence en finance, ça t'apportait rien, c'est ça? En fait, c'est une école en 5 ans post-bac. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, j'ai des crédits ECTS, j'ai une équivalence. Mais à proprement parler, j'ai pas de licence. Bon, maintenant, avec les crédits, c'est quand même, il y a des belles équivalences. Oui, tout à fait. Mais voilà, j'étais tellement pas bien dans ce master que, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et à partir de ce moment-là, ça allait beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps. Et bien sûr, du coup, avec tous ces troubles du comportement alimentaire, c'est souvent lié, mais au tout départ, moi, c'est vraiment l'anorexie mentale. Je suis descendue très, très bas, à 32 kilos. Pour 1 mètre combien? Oui, bon, heureusement, je suis pas très grande, mais bon, 1m51 quand même. Ouais, quand même. Ouais. Donc, du coup, bon, il y en a qui, malheureusement, descendent encore plus bas. Ouais. Mais bon, c'est déjà pas top. Ok. J'étais quand même hospitalisée 3 mois et demi la première fois, ce qui est énorme. Avec le recul, je me dis, ouais. Avec quel âge, là? 20 ans. 20 ans. Ouais, en fait, moi, ça s'est déclaré tard. Enfin, soit c'est très tôt, vers 10, 12, 13 ans, au début de l'adolescence, tout début de l'adolescence, souvent c'est comme ça, ou un peu plus tard. Et moi, finalement, c'est quand j'ai quitté la maison. J'étais trop contente de quitter la maison, de commencer mes études, de partir. Voilà, je suis la petite dernière, j'étais en plus toute seule à la fin, donc j'étais trop contente de prendre mon envol. Et au final, c'est là où j'ai commencé tout doucement, pendant 1 an et demi à tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Alors c'est assez vicieux, parce qu'au final j'étais hyper heureuse dans ma vie, tout allait hyper bien, mais voilà, au fur et à mesure. Et comment c'est arrivé du coup? T'as analysé ça? Tu me dis, j'étais hyper heureuse dans ma vie. Oui, je faisais plein de choses. Je pense que je me nourrissais un peu de tout ce que je faisais. Du coup, je prenais pas le temps de manger. Et puis, du coup, j'étais quand même contente de perdre 2-3 kilos au début. Et puis, ces 2-3 kilos, ça s'est transformé assez rapidement à bien plus. Je voulais pas voir. Enfin, du coup, j'ai eu du mal à voir. C'était plus mes proches. Mais finalement, c'était très compliqué, la situation. Et après, quand même, au bout d'1 an et demi, j'ai eu une rupture avec, du coup, mon mon copain de l'époque. Et là, du coup, j'ai plongé encore plus bas dans l'anorexie mentale. Et donc, j'ai été hospitalisée 3 mois et demi. Là, ça a été très compliqué. J'ai mis sur pause mes études. Et voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour comprendre, pour analyser un peu la situation.
Et voilà. Et au final, je suis sortie de la clinique, ça allait mieux. Voilà, il y a quelques années qui se sont écoulées, la vie continuait, j'ai rencontré Victor, tout allait bien. Et puis dans ce master, j'étais tellement pas bien que je suis retombée dans les troubles du comportement alimentaire, dans l'autre côté, cette fois-ci dans l'hyperphagie. D'accord, ok. Parce que du coup, on va très vite Ok. d'une maladie à une autre dans les troubles du comportement alimentaire. Et donc, quand j'ai pris la décision d'arrêter ce master, vraiment, ça allait hyper mieux dans ma tête, dans mon corps. Mais du coup, j'avais pas eu mes règles pendant 5 ans. On m'avait dit que j'aurais probablement jamais d'enfants, ce qui m'avait fait quand même un choc. Parce que je me suis toujours vue. J'ai toujours adoré les enfants. J'ai fait du babysitting hyper tôt. J'étais la petite dernière. Je rêvais d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc, j'imaginais pas une vie sans enfants. J'en ai 2 aujourd'hui, donc tout va bien. Du coup, on m'avait tellement dit que j'aurais pas d'enfants que je pensais que ça allait pas arriver, donc on se protégeait pas. Et puis au final, vu que ça allait mieux, je suis tombée enceinte. Et vu que j'avais pas mes règles, aussi, quelle idée. Et donc voilà, on l'a su à 6 mois et demi. Ok. T'es la deuxième personne dans ce podcast qui parle de ce sujet de TCA. À qui on a dit qu'elle n'aurait pas d'enfant, qui était aménorrhée du coup. Oui. Pendant 5 ans, ouais. Ouais, pendant 5 ans. Et qui va commencer par un déni de grossesse. Ça arrive beaucoup. Ouais, ça arrive souvent. Et au final, même si c'est rare, les troubles du comportement alimentaire, il y en a ouais. tellement. Le déni de grossesse, comment ça arrive en fait? Parce que t'as pas de nausée, t'as rien? Ah non, non, j'ai eu aucune nausée. Alors, je pense que à posteriori, du coup, quand on a su que j'étais enceinte, il y a eu des petits signes, mais tellement des petits signes quand on se dit que c'est pas possible. Par exemple, j'adorais le café, ça me dégoûtait le café, mais par contre, ça me dégoûtait, mais j'avais pas de nausée, j'ai pas vomi, pas de signes particuliers. C'est vrai qu'à posteriori, je me dis j'aurais pu imaginer maintenant que j'ai eu une deuxième grossesse, etc. Mais au final, sur le moment, c'était impensable. Ouais, et puis en plus, clairement aussi, t'avais. Et c'était pas dans nos projets, ouais. Ouais, c'était pas dans le projet. Puis encore une fois, t'as aussi cette autorité médicale qui t'a dit que ça n'arriverait pas, tu vois. Ça, c'est un truc qui s'inscrit vachement en profond, tu vois, aussi Ah oui, j'étais sûre. Enfin, je pensais que... Mais alors, comment vous découvrez ça? Parce qu'à un moment, ton ventre, il grossit quand même. Oui, je pense que du coup, voilà, c'est que mon corps, quand même, il a changé pendant plusieurs années. Donc, je pense que j'ai un corps de base avec cette maladie qui changeait quand même beaucoup. Donc, voilà, je reprenais du poids un petit peu uniformément. Donc, on s'est dit, tout va bien. Ça allait bien, je remangeais bien. Du coup, c'était en décembre 2019. Là, je commençais à avoir un peu mal au ventre. Un peu beaucoup. Mais du coup, avec les troubles du comportement alimentaire, on est assez déconnecté, le mental et le corps. C'est difficile, d'allier les deux. Et du coup, voilà, j'avais mal au ventre, mais je mettais ça sur la grève à Paris. Du coup, je courais partout, etc. Et c'est à Noël, juste après Noël, du coup, où je me suis posée, j'avais une semaine de vacances. C'est souvent là où, je sais pas, on conscientise. Des fois, on tombe malade, un virus, quand on est en vacances. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, mon ventre, il a bougé. Et du coup, là, je me suis posé énormément de questions. J'ai commencé à regarder des heures et des heures sur Internet, forcément. Et du coup, j'ai écrit un message parce que j'étais pas avec Victor à cet instant-là parce qu'on venait de fêter Noël, donc on était chacun à Lyon, mais dans nos familles. Mm-hmm. J'ai écrit à Victor un jeudi soir, je crois que je suis enceinte, par message comme ça. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça allait faire 2 ans. Okay. On habitait ensemble, parce que du coup, il était venu à Paris me rejoindre, donc on habitait ensemble, mais lui, il voulait pas forcément être papa. Oui, mais il y avait quand même un couple installé. Oui. Donc, c'est quand même... Ça aurait pu être, tu vois, genre, ça faisait 3 mois. Oui, ou pas d'histoire, ou pas d'histoire, ouais. Ouais, pas d'histoire. Au final, ouais. Et donc, tu lui annonces ça? Je lui annonce ça, du coup, il vient chez moi, chez mes parents, parce que du coup, on était à Lyon, vu que c'était Noël. Et du coup, il ramène 2 tests de grossesse et on fait un test et tout de suite, on n'a même pas eu le temps d'attendre une seconde que c'était positif. Bah, tu m'étonnes. Et tes parents sont à ce moment-là, vous faites ça... du coup, c'était le soir. Donc on a quand même attendu la nuit. Bien sûr, on n'a pas dormi de la nuit. Moi, j'ai pleuré toute la nuit. Ah oui? Oui, quand même, c'était un choc. Ok, oui, bien sûr, oui. Enfin, j'avais trop du mal à y croire. D'ailleurs, j'y croyais toujours pas. Victor, il est beaucoup plus terre à terre. Donc, il était si, là, t'es enceinte. Moi, j'étais non, pas du tout. Et donc, le lendemain matin, on s'est retrouvés avec mes parents au petit déj à 6h du mat, alors que j'avais pleuré toute la nuit. Et donc, je leur ai dit.
Et donc, tout de suite, on est allé aux urgences faire une échographie. Et tout de suite, on a su que du coup, nous, on pensait que ça allait faire peut-être 2 ou 3 mois que j'étais enceinte, pas 6 et demi. C'était le double choc. Et au final, tout de suite, on nous a dit, c'est un petit garçon, ça fait 6 mois et demi, il faut vous dépêcher pour trouver une maternité à Paris. Ouais. Vous avez discuté pendant cette nuit, parce que comme vous saviez pas encore le délai, etc., vous avez discuté de on le garde pas, Oui, on a discuté toute la nuit. Et en fait, on s'est pas posé la question de si on le gardait ou pas. D'accord. On savait que déjà, ça faisait un certain temps. Et lui, qui voulait pas forcément être papa de base, c'est lui qui m'a dit, si, là, on va être parents dans quelques mois. Du coup, moi, j'étais non, c'est pas possible. Et puis, c'est sûr que du coup, d'aller aux urgences, de voir son bébé, de savoir que c'est déjà un petit garçon, que ça fait 6 mois et demi, là, c'est un peu plus concret. Entendre son cœur qui bat. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est difficile parce que c'était tellement le choc et le chamboulement quand même que c'est pas une annonce classique, quoi. Mais là, ça te tombe dessus. Mais en fait. oui, ça nous tombe dessus. Ouais. Après, comment on réagit, je sais pas, ni bien, ni pas bien. Enfin. Quand tu vois cette image, quand tu entends ce cœur qui bat, qu'est-ce que tu... On se regarde, on est un peu choqués. On se dit, bon. Le choc, d'accord. Non, mais c'est une réaction aussi, tu vois. Mais bon, au final, moi, j'étais contente. Victor, il a été encore plus sous le choc, je pense. Moi, j'étais contente parce que du coup, on m'avait dit que j'aurais jamais d'enfant. Ah bah oui. J'avais toujours rêvé d'un petit garçon parce que du coup, on est 3 filles à la maison. Et du coup, c'était un petit garçon. Et au final, on a accueilli... Sur l'instant T, c'était le choc. Mais dès le lendemain, on était en train d'acheter des petits vêtements pour bébé. On a choisi le prénom le lendemain. Donc bon, on a bien réagi. Comment vous avez trouvé Nate? C'est pas non plus commun, tu vois. Non, c'est pas commun. On aime bien les prénoms courts, on aime bien les prénoms anglo-saxons, les prénoms rares. Et moi, je savais que j'aimais bien Nate. Je l'ai connu dans la série Gossip Girl. Et Victor, lui, c'était plus des jeux vidéo. Ça s'écrivait pas Nate, N-A-T-E. Mais voilà, au final, des fois, on est très différents sur certains points. Mais par contre, sur les prénoms de nos enfants, on se met ultra d'accord tout de suite, donc ça c'est cool. C'est très pratique. Avec Naila aussi, ça allait très vite les 2 fois, donc ça c'est très très cool. Et donc tu me disais, là t'as 6 mois et demi, et comment ça se passe les mois suivants? Donc on réagit quand même plutôt bien, on choisit le prénom et on achète des petits vêtements le lendemain de l'annonce. Et alors là, tout s'est passé très 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 vite. 1 mois et demi pour tout préparer, parce que du coup il est arrivé 1 mois à l'avance. Et il faut tout prévoir, les rendez-vous, trouver une maternité déjà et acheter tout. Et vous avez réussi à tout faire? On a réussi à tout faire et moi j'étais super en forme. Enfin, vraiment j'étais super en forme, donc j'ai eu la bonne idée de décaler mon début de congé mat vu que j'étais en forme. J'ai décalé à 2 semaines. On peut décaler 3 semaines, je crois, au max. Et au final, j'ai arrêté mon travail et j'ai accouché le lendemain. Donc j'ai pas eu le temps de profiter non plus de ce début de congé mat parce que j'ai arrêté le travail et le lendemain Nate était dans mes bras. Tu travaillais dans quoi à ce moment-là? Là je faisais du coup différents j'avais 4 jobs dans la journée. Le matin, je commençais très tôt, je faisais de la pâtisserie dans un espace à Paris qui s'appelait Cocon, qui a malheureusement fermé. Okay. Mais du coup, c'était axé sur le respect de soi et le bien-être. Ensuite, je travaillais pour Frischti en tant qu'attachée relation clientèle. Je gardais aussi des enfants tous les soirs et le mercredi en périscolaire. Et je travaillais aussi pour Michel et Augustin. Donc, en fait, un peu tout lié quand même à la food. Voilà, je faisais de l'animation commerciale, de la formation, etc. D'accord. Ouais, ça, c'était chargé quand même. Ouais. C'était assez chargé, ouais. Mais j'aimais bien ça. Et donc, du coup, c'est du jour au lendemain, tu t'arrêtes. Ouais. Et pouf, tu deviens maman. Et voilà, c'est ça. Tu deviens maman. T'étais en chemin déjà, mais... C'est ça. Et pouf, il est là. Et pouf, il est là. Et alors, comment ça se passe, cet accouchement et tout? Est-ce que déjà t'es surprise que ça arrive si tôt? Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs? Non, il y avait pas du tout de signes précurseurs. Okay. Encore une fois, hyper étonnée. Toujours dans le déni malgré tout, en me disant non, c'est pas possible, il doit arriver dans 1 mois, donc c'est pas maintenant. Sa valise était prête, la mienne non, donc du coup je l'ai fait en pleine nuit en me disant quand même, j'ai dû me dire quand même, il peut arriver, mais sinon non, j'étais non, c'est 1 mois à l'avance. La semaine prochaine, on faisait le VJF de ma sœur, donc du coup non, c'était pas possible, mais au final il est arrivé.
Et on décide pas. Et finalement, pas de VJF alors? Eh ben non. Eh ben non. Et non, on avait tout préparé avec plusieurs personnes et non, c'est pas grave. J'ai vu des photos. Et comment se passe l'accouchement? Bon, l'accouchement se passe très bien et voilà, c'est un petit, 2,7 kg, pas très très gros, mais bon, tout beau, tout parfait. Okay. Mais qui pleure pas quand il arrive. Ah. Et ça, déjà, ça a commencé à alerter les professionnels. D'accord. Mais au final, ils ont fait 2-3 petits tests, 2-3 petits soins. Bon, voilà, ça n'a pas posé de problème. Et voilà. Après, dès la maternité, finalement, on se rend compte qu'il a du mal à s'alimenter, au fil du temps, quand même, qu'il pleure beaucoup, qu'il a pas l'air très apaisé comme bébé. D'accord. Et ils vous mettent sur des pistes, sur quelque chose? Au tout début, alors pas du tout, ça a pris beaucoup de temps. On n'a pas été aidés parce qu'il y a le confinement qui est arrivé. Donc j'ai accouché à Paris parce qu'on habitait toujours à Paris. On est revenu à Lyon pour le confinement, on s'est rapproché des familles, vu que nos 2 familles habitent à Lyon. Et pendant le confinement, du coup, on a changé de pédiatre. Et au tout début, déjà, nous, on débarquait dans la parentalité. On n'avait pas forcément d'autres bébés autour de nous, pas du tout. Et puis au début, on se dit toujours que peut-être qu'il prend un peu plus son temps. Et c'est vraiment finalement à 5-6 mois que là, on s'est dit, là, il y a un gros problème parce qu'au fil des mois, il se développait pas du tout, il tenait pas sa tête, il pleurait toujours énormément, il se tendait beaucoup, il dormait, il dormait que dans nos bras, il était jamais vraiment apaisé. Et l'élément déclencheur, ça a été son poids qui a stagné à 5 mois et demi. Et là, du coup, les médecins nous ont dit, là, il faut faire des tests, faut pousser les recherches. Mais finalement, au début, ça les alertait pas trop. Et comment vous en arrivez à un diagnostic? Ça a été un long chemin? Oui, ça a été un long chemin. Du coup, donc c'était l'élément déclencheur, c'était son poids. Donc du coup, là, on s'est orienté. On a essayé de trouver un hôpital du coup pour qu'il soit vu. Au final, il a été hospitalisé une première fois pendant 2 semaines et demie, donc à 6 mois. Et là, il a une sonde nasogastrique pour être alimenté, pour être complété, on va dire, vu qu'il prenait pas de poids. Et tout là, on était toujours porteur d'espoir et on se disait que ça allait aller. On pensait qu'on irait à l'hôpital 3 jours, on pensait qu'il aurait cette sonde nasogastrique 3 semaines et que tout allait bien aller, qu'on allait trouver ou pas s'il avait vraiment quelque chose. Et donc non, ça a été très long. Ça a été très long parce que pendant cette première hospitalisation, on a fait beaucoup d'examens. On n'a pas trouvé ce qu'il avait. Et c'est au fil des mois, en décembre 2020, donc quand Nate il avait 10 mois, on a eu le diagnostic, mais vraiment ça a été un parcours du combattant et on a eu la chance de tomber sur une médecin qui nous a orientés vers cette piste de cette maladie génétique, parce que sinon peut-être que ça allait être beaucoup plus long, parce que c'est très très rare. Ça concerne moins d'une personne sur 1 million, donc personne connaît, et ça concerne quasi exclusivement que les garçons. La maladie dont tu parles, c'est le syndrome d'Allan-Herndon-Dudley. C'est ça. Ouais. D'accord. C'est assez dur à prononcer, c'est ça. Avant que tu nous expliques ce que c'est, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu avais fait le choix d'allaiter ou pas à la naissance? Oui, moi je voulais allaiter. Okay. Et du coup, on voyait bien qu'il avait quand même du mal à coordonner ses mouvements et à déglutir, tout ça. Mais du coup, oui, on a fait un allaitement mixte pendant 15 mois. Ah, super. Ouais, c'était quand même beau parce que du coup, il avait du mal à s'alimenter, à prendre du poids. Ouais. Mais ça restait quand même son petit plaisir. Et en fait, quand il a eu cette sonde nasogastrique, forcément, ça a aussi tout chamboulé. L'objectif, c'était qu'il prenne du poids. Mais du coup, les quantités ont augmenté. Du coup, il mangeait finalement plus rien du tout, autre que par la sonde nasogastrique. Sauf, du coup, il aimait bien toujours prendre le sein. C'était nos petits moments quand même. Tu vois, je me posais la question parce que je me suis dit que aussi, tu vois, ça peut peut-être te mettre toi en sentiment d'incompétence, tu vois, si l'allaitement s'était mal passé par rapport à l'alimentation. Oui, au début, comme d'habitude, on a eu 1000 réflexions. C'est parce que t'allaites, c'est parce que t'as pas assez de lait, blablabla. Et du coup, dès la maternité, finalement, on a dû lui donner des compléments parce que du coup, il perdait trop de poids. Déjà, c'était un petit, ça allait encore, mais petit poids. Et du coup, il perdait vraiment trop de poids. Et donc, depuis la naissance, on a fait l'allaitement mixte. Alors, le syndrome d'Allan-Herndon-Dudley. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette maladie et comment est-ce qu'elle impacte la vie de Nate au quotidien?
Oui, alors cette maladie, donc c'est une maladie génétique qui c'est liée au chromosome X. Donc par exemple les femmes ou les filles, elles peuvent être porteuses mais asymptomatiques parce que la nature est bien faite. On a 2 chromosomes X et donc le X fonctionnel prend le dessus sur le X non fonctionnel. Dans le cas des garçons, si le X il est touché, forcément l'enfant sera touché. Et donc, c'est une maladie, c'est un problème au niveau du transporteur des hormones thyroïdiennes, soit qui fonctionne pas du tout, soit qui fonctionne partiellement, ça dépend des mutations. Et on sait bien que les hormones thyroïdiennes sont essentielles au bon fonctionnement du corps entier. Et donc, voilà, c'est ce transporteur qui, chez Nate, fonctionne pas du tout, en fonction de sa mutation. Et du coup, en fait, ça arrête le développement total, intellectuel et moteur vers l'âge de 3-4 mois, donc très, très, très tôt. C'est pour ça qu'en fait, il a jamais tenu sa tête, qu'il a du mal à s'alimenter, qu'il n'y a pas eu de progrès. Et voilà, ça entraîne du coup un très très lourd polyhandicap. Et donc Nate, il a 5 ans, il parle pas, il marche pas, il s'assoit pas. Il est nourri par gastrostomie maintenant, donc cette sonde nasogastrique, on pensait qu'il aurait 3 semaines, parce qu'on était trop optimiste. Forcément, on n'imagine pas le pire pour son enfant. Donc nous, on était plutôt optimistes jusqu'au diagnostic, où là, du coup, on s'est pris un peu une claque et on s'est dit que là, c'était vraiment grave et rare et que ça allait vraiment chambouler toute notre vie quand même. Donc voilà, il a eu 7 mois une sonde nasogastrique, c'était un calvaire. Et après, on s'est battu. Je me suis battue beaucoup pour qu'il soit opéré et pour qu'il ait une gastrostomie. Donc c'est une sonde directement reliée à l'estomac. C'est bien plus confortable parce que du coup, voilà, ça passe pas par toute la sphère ORL. Et il a été opéré il y a 4 ans. Donc il est nourri par gastrostomie. Et donc, il a un trou. Donc c'est au niveau de l'estomac. D'accord. Ça s'appelle un petit bouton de gastrostomie et on branche une petite tubulure et à cette petite tubulure on connecte une pipette et on lui donne de l'alimentation de cette manière. Après on lui donne aussi un petit peu par la bouche, mais voilà c'est que quelques grammes et en fait il a beaucoup de mal à coordonner ses mouvements et donc on a l'impression que manger c'est inné, mais ça demande une grosse coordination et du coup il a du mal. Donc, si je comprends bien la chronologie, quand vous vous rendez compte de ça, ça se détecte pas avant la naissance, ça? Alors, si la maman est porteuse et qu'elle le sait, alors dans notre cas, donc c'est une maladie génétique, ça provient uniquement de la mère et dans certains cas encore plus rares, ce qui est notre cas, parce que nous on aime bien faire les trucs hyper rares. Je suis pas porteuse de la mutation, c'est vraiment une erreur génétique. La faute a pas de chance. Par contre, donc si la maman elle sait qu'elle est porteuse, ça se détecte pendant la grossesse avec une amniosynthèse pour savoir si le bébé est touché ou pas. Donc, il naît 5 mois et demi, les examens, ils vont trouver. À 10 mois et demi. À 10 mois et demi, ils vont trouver. Là, il est déjà en sonde nasogastrique. Oui. Pendant 7 mois. Oui, au total 7 mois. Et après, donc, il a été opération. opéré. Oui. Ok. Et là, du coup, il ne marche pas. Non. Donc, il a 5 ans. Ok. Bon, il marche pas, il s'assoit pas. Ok. Il parle pas. Mais à côté de ça, il sourit beaucoup. Okay. Et c'est notre petit bébé d'amour qu'on aime trop et qu'on se bat. Il se bat au quotidien et on se bat au quotidien pour lui. Est-ce que dans les moyens de communiquer, il y a des choses qui ont été mises en place, peut-être des signes, peut-être on a essayé beaucoup de choses, donc les signes. Après, donc lui, pareil, vu qu'il n'arrive pas à coordonner ses mouvements, c'est trop compliqué pour lui. On a essayé l'année dernière une tablette à commande oculaire et bon. Je pense qu'on va réessayer. C'est un très très long travail. Ça serait trop génial qu'on arrive à communiquer avec lui par ce biais. C'est par ses expressions du visage, ses rires, ses sourires, ses pleurs, ses hurlements, ses sistans. On arrive bien à savoir effectivement si ça va ou s'il a des douleurs. Après, des fois, ce qui est très difficile, forcément, c'est que vu qu'il parle pas, on se pose 1000 questions et on essaie de tout analyser et de comprendre où et pourquoi il a mal. Et puis quand il a mal, il hurle. Et il hurle, il est très expressif dans un sens comme dans l'autre, donc c'est un vrai rayon de soleil. Et ça, c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. On a la chance d'avoir justement ce moyen et que voilà, il nous reconnaît, il nous regarde, il sourit, donc ça c'est trop chouette pour nous. Mais il est très expressif dans l'autre côté et du coup il peut hurler très très fort et c'est un crève-cœur quand c'est comme ça. Et la station debout, il la tient? Non. Non. Il a 4 pattes? Non plus. Il
Il est installé, donc on a un siège-coque, une poussette spécialisée. D'accord. Sinon allongé. La seule chose qu'il sait faire, c'est se retourner un petit peu sur le côté. Après, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Des fois, c'est difficile de savoir. Mais sinon, non, en fait, il est hypotonique de l'axe axial, donc c'est pour ça qu'il tient pas sa tête, qu'il tient pas sur ses jambes, enfin voilà. Et hypertonique des membres. Ok. Donc il est souvent très très tendu. Ah oui, donc ok, très tendu, mais l'axe se fait pas. Ok, d'accord, ok. Ah ouais. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Non, mais là, t'es en train de me faire relativiser de ouf, tu sais, parce que nous, on a juste un RGO, en fait. Oui, bah, il a encore très gros RGO. Donc oui, je suis, et rien que ça, c'est l'enfer. Ouais, donc, non, mais du coup... Inexium, Mopral, il a été opéré pour ses reflux. Il a eu, en même temps que la gastrostomie, il a eu un Nissen, parce que souvent, on peut faire l'opération en même temps, donc autant essayer. On était trop porteurs d'espoir, parce que vraiment, pendant ces 1 an et demi, sa première année de vie, vraiment, c'est trop triste, mais il souffrait énormément des reflux. Et du coup, on pensait que cette opération, ce Nissen, serait bien plus confortable pour lui. Donc la gastrostomie, oui. Et au final, l'opération anti-reflux n'a pas du tout fonctionné. Ouais, il a toujours autant de reflux, un peu moins. Et qu'on traite. Donc du coup, il a quand même moins de douleur par rapport à ça. Mais les reflux, c'est... Oui, mais ça passe aussi avec la verticalisation. Donc oui. s'il n'y a pas de verticalisation... oui. Et puis l'alimentation, les morceaux, les... Bien sûr. Ouais. Et beaucoup, c'est sûr, beaucoup par là. Tu me fais vachement relativiser. Ok. Finalement, Lucas, ça va, hein? Comment c'est le quotidien? Est-ce qu'il est scolarisé? Est-ce qu'il est en structure? Alors, il peut pas aller à l'école, mais du coup, oui, petit à petit, on a mis des choses en place quand même pour avoir du soutien, du répit, parce que du coup, c'est quand même, c'est du 24 heures sur 24, et puis c'est vrai qu'il est autonome dans aucun acte de la vie quotidienne, donc ça demande quand même beaucoup d'attention et d'énergie. Donc du coup, il va dans une crèche qui accueille en partie des enfants en situation de handicap. Donc il y va encore 3 jours. Et depuis octobre, il va dans une structure qui s'appelle le CESAD, où là, il a ses séances de rééducation et un accueil 2 jours par semaine. Okay. Donc du coup, en gros, la semaine, quand il est pas malade et qu'on n'a pas de rendez-vous, ce qui est partiellement du coup la moitié du temps, il est soit à la crèche, soit au CESAD de 10h à 16h. Comment tu te sens dans cette vie-là, toi? C'est sûr que du coup, c'est pas toujours simple. C'est pas du tout une vie qu'on a choisie. Et c'est sûr qu'on n'imagine pas du tout ça, encore une fois, pour sa vie de famille, pour son enfant. Après, forcément, c'est notre combat, c'est notre petit bébé. Donc, on se battra toujours pour lui. Ce qui est le plus dur au quotidien, je dirais, en fait, son polyhandicap, sa maladie génétique, maintenant, on gère, je dirais. On gère parce que on a l'habitude, c'est notre quotidien depuis 5 ans. Mais il y a encore trop de fois où il est douloureux, ou du coup il est malade parce qu'il est quand même fragile. Et chez lui, les virus prennent des ampleurs qui sont astronomiques. Le moindre tout petit virus est très très long et très très difficile. Là, ça y est, on sort d'une période qui a été très 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 compliquée, où du coup pendant 10 jours, ça a été vraiment l'enfer. En fait, notre vie, elle est un peu en stand-by et on s'occupe de lui. Donc c'est ça, c'est ces moments où vraiment du coup il souffre, où pour lui ça a l'air très 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 horrible, et forcément ça retentit sur nous, où là c'est dur parce qu'en plus on le voit souffrir, on peut pas forcément, on met tout en place mais ça suffit pas, et il faut le porter beaucoup parce que du coup depuis tout petit c'est un petit bébé koala. Donc quand il est confortable, ça va, il reste quand même bien mieux maintenant dans sa poussette, dans son lit, mais quand il est pas bien, il est 15% du temps dans nos bras, sauf que il a 5 ans, il grandit, il prend du poids. Donc c'est ça qui est fatigant physiquement et moralement. Du coup, tu vas pas à la salle de sport? Je continue le sport. C'est hyper important pour nous deux. Ouais. D'ailleurs, on s'est rencontrés chez Deca, donc vraiment dans le milieu du sport. On a toujours baigné chacun dans le sport, et du coup la salle de sport j'ai arrêté parce qu'on a déménagé et du coup c'est un peu loin, mais je cours 3 à 4 fois par semaine. Ah oui. Et j'ai besoin, je mets ce moment en priorité quasiment sur tout, où du coup dès que j'ai un petit temps, 30 minutes, 1 heure pour moi, je vais courir. Je vais te poser une question qui peut paraître un peu difficile, mais je pense qui me paraît importante dans ces situations-là, c'est quoi son avenir à Nate? Personne ne sait vraiment, parce que c'est très incertain.
c'est très incertain. Il y a très peu de médecins qui connaissent du coup cette maladie. Et en fait, même... donc, on a un groupe Facebook international, ce qui est très pratique quand même pour pouvoir échanger. C'est très, très rare, mais voilà, on a quand même la chance d'avoir une communauté où on peut échanger avec d'autres parents du monde entier. Et on se rend bien compte qu'au final, ces enfants, ils évoluent avec la même maladie de manière très, très différente. Ça dépend de la mutation. Et du coup, personne ne sait. On sait que l'espérance de vie est réduite. On sait que ça peut arriver très vite ou que ça aurait déjà pu arriver. En fait, donc on vit au jour le jour. Et voilà, sur ce groupe, c'est super parce que du coup, on peut échanger. On a malgré tout les mêmes problématiques. C'est souvent eux d'ailleurs, enfin les autres parents qui sont des meilleurs conseils que les médecins parce qu'ils vivent la même situation. Mais chaque mois, on a une annonce de décès et souvent c'est des enfants jeunes et du coup ça c'est dur. C'est hyper dur parce que d'un coup en fait on se reconnecte à la réalité et on se dit ça peut arriver et très vite. Souvent c'est des virus qui prennent des ampleurs et puis vu qu'ils sont fragiles, donc ça on en est hyper conscient. Moi j'ai été très optimiste pendant 3 ans, je voulais pas trop voir la réalité. Victor comme d'habitude beaucoup plus terre à terre, donc beaucoup plus à essayer de se projeter en cas de. Moi, ça a été très dur et puis ça y est, au bout de 3 ans, je me suis fait une raison parce que je me disais qu'il allait quand même évoluer, je me disais qu'il allait quand même marcher, qu'avec toutes les thérapies qu'on allait faire, on a fait des stages intensifs, on est parti à l'étranger pour essayer qu'il évolue. Il n'y a pas d'évolution. Du coup, au bout d'un moment, on donne toujours tout pour lui, mais c'est vrai qu'il faut parfois se rendre à l'évidence, sinon on se relève pas. Donc, difficile de répondre sur cette question d'avenir parce que personne ne sait. Voilà. Comment vous tenez ? Déjà, on est hyper soudés. L'amour, premier point. L'amour, je dis toujours que l'amour est plus fort que tout. Et comment on tient, on profite 1000 fois plus de tous les petits bonheurs de la vie quotidienne, minuscules soient-ils. Voilà, on se reconnecte, c'est ça, à la réalité en se disant, juste des fois, prendre un café chaud, un rayon de soleil, regarder la nature qui nous entoure. Très dans l'instant présent, quand même. Oui. On sait que tout peut s'arrêter vite et des fois, on vit tellement des situations tellement dures que on a besoin de tous ces petits moments qu'au final, certaines personnes se disent juste c'est la routine, c'est normal. Ils y réfléchissent même pas. Nous, on conscientise plus et on s'autorise, très important, à avoir des moments pour soi, des moments pour nous deux, des moments avec nos amis, malgré tout, le plus possible, c'est notre devise un peu de continuer le plus possible à vivre et à avoir une vie la plus classique possible, même si elle est pas du tout... Je te cache pas que moi je suis assez admiratif parce que ce que vous vivez, en fait, moi c'est ma grande peur, tu vois. C'était ma grande peur avec les enfants, enfin ça est toujours parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, hein, mais c'est ma grande peur parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu dans mes équipes plusieurs fois des aidantes familiales et quelques aidants et c'était toujours tellement dur, tu vois. C'était toujours tellement dur et il y avait, peut-être que tu vas t'y reconnaître ou pas, mais il y avait aussi cette interdiction de se dire que on en a marre, qu'on regrette aussi peut-être un peu, tu vois. Ça change pas l'amour, hein, tu vois. Mais regretter que ça soit comme ça, tu vois. Ça t'interdit de prendre ce temps-là. Et j'ai souvenir d'une collègue qui s'était effondrée dans mon bureau parce que, sans rentrer dans les détails de sa vie, mais en fait, elle allait arriver à un moment charnière où son fils allait être pris en charge par une structure parce qu'il était plus autonome et tout. Et en fait, non. Et ça repartait pour 3 ans de procédure. Et en fait, tu vois, et là, c'était autorisé à dire, j'en pouvais plus, j'en avais marre et je m'interdisais. Et c'est des choses que tu ressens, ça, des fois, quand même, ou est-ce que vous vous autorisez à vous dire, on n'en peut plus, quoi? Ouais, beaucoup. Ouais. Non, depuis le début, je pense. Après, moi, je suis quelqu'un qui a trop besoin, qui a besoin d'extérioriser beaucoup. Ouais. Du coup, moi, avec les troubles du comportement alimentaire, je pense que j'ai fait un énorme travail sur moi et où j'avais tellement fouillé des choses que je voulais pas ressentir. Et du coup, en fait, j'ai fait un gros travail sur moi. Et c'est vrai que ça m'a aidé ce vécu m'a aidé, même si j'aurais préféré ne pas vivre tout ça. Mais ça m'a aidé aussi. Ah oui. Nous, on se le dit des fois que c'est tellement dur. On se pose forcément des fois
ou souvent la question de comment ça serait s'il y avait pas de maladie génétique, s'il y avait pas ce polyhandicap. Forcément, on voit, parce que du coup, on a une petite fille qui a 18 mois, qui est en parfaite santé, et c'est si simple. Alors oui, il y a plein de... Enfin, c'est comme tout parent. Il y a des moments qui sont compliqués, mais des fois, c'est plus... C'est pas l'interdiction, mais c'est plus la culpabilité. La culpabilité... quand je pense par exemple qu'avec Amy, c'est trop simple la vie, que la vie avec elle, des fois je me dis elle est trop belle. Et c'est pas pourtant que je me dis que ma vie elle est moche avec Nate. Elle est tout aussi belle. C'est juste que c'est très dur. Elle est différente. Elle est différente et Genre. Elle est dure quoi. Donc nous on se le dit souvent que c'est dur, et surtout quand on vit une situation ponctuelle où du coup c'est très dur. Il a un virus. Ça prend des énormes proportions, on est souvent hospitalisé, et du coup, là c'est hyper dur. Et alors, dans ce contexte, malgré cette expérience complexe, tu l'as dit, vous avez une deuxième enfant, oui, qui tire son nom aussi de Gossip Girl, du coup. Non. Non, mais un petit prénom court aussi. Bon, pas trop rare, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup. C'est vrai que des Amy, il y en a plus. Ouais. Mais c'est un peu anglo-saxon aussi. Mais ça s'écrit petit diminutif de Emily. Exactement. Comment vous prenez cette décision ? Comment vous vous dites, tiens, là on se sent capable de rajouter une charge, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, on voudrait aussi connaître un enfant qui n'a peut-être pas ce handicap ? Voilà, comment vous réfléchissez à tout ça ? Est-ce que vous y réfléchissez déjà ? Oui. Au tout début, donc quand Nate n'était pas encore né, mais qu'on savait que du coup j'étais enceinte, je sais pas pourquoi au final on s'était dit qu'on aurait des enfants rapprochés. Et puis finalement avec tout ce qui nous est arrivé, on a eu besoin de temps parce que le quotidien était ultra compliqué. Vraiment les 2 premières années ont été vraiment difficiles. Après c'est plus de mon côté où moi ça devenait beaucoup trop dur, voire invivable, de voir des enfants en bonne santé. Quand j'allais au parc, je voyais un enfant marcher, courir. Enfin, c'était un crève-cœur. Quand j'allais à la crèche récupérer Nate, que je voyais d'autres enfants qui couraient dans les bras de leurs parents. Et c'était trop dur. C'était vraiment ça finalement qui était compliqué. Et puis, du coup, j'ai 2 grandes sœurs. Donc Nate était le premier bébé, premier petit enfant, et je m'étais toujours dit je sais pas trop comment je vais vivre quand mes sœurs auront des enfants. Je pense que ça me ferait super mal, même si bien sûr je suis très heureuse. Oui, mais c'est très ambivalent. C'est très ambivalent. Non mais c'est ça, c'est que tu passes d'une joie intense à la jalousie, à peut-être même un moment de haine, tu vois, pas forcément envers l'enfant et la mère, tu vois, mais envers la vie, tu vois, envers pourquoi nous cette situation. T'as ressenti tout ça ? Oui, je m'étais toujours posé la question comment je réagirais, et du coup elles ont été enceintes toutes les 2 en même temps, et on a été finalement toutes les 3 enceintes en même temps, donc ça c'était quand même chouette. 3 filles. Oui, c'était surtout moi, et puis voilà, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche, donc là ça a été très dur aussi. Donc ça c'était en 2022, et puis après au final je suis retombée rapidement enceinte avec Demi. Voilà, c'est venu un peu au fil du temps, et puis notre quotidien entourage aussi qui a quand même contribué un petit peu. Alors la grossesse s'est passée comme tu voulais là ce coup-ci. Oui. Ouais. T'as découvert ce que c'était que de vouloir faire un enfant, que d'atteindre un enfant. J'ai vécu tout ça hyper T'as vomi un peu ou pas quand même ? Non. J'ai eu quelques petites nausées, mais ça va. Non, en vrai, j'ai eu de la chance. Cool. J'ai eu une très très belle grossesse, vraiment. Tout s'est hyper bien passé. 9 mois. Je pensais que ça allait être long. Au final, c'est passé hyper vite. Et j'ai fait... Non, mais ça me fait rire parce que du coup, la meuf, elle passe d'une grossesse de 1 mois et demi à 9 mois. Ça va, c'est passé vite. Au final, oui. Ok, mais cool. Au final, j'ai profité de chaque instant. Cool, du coup, on a eu, comme une grossesse classique, les rendez-vous classiques avec des échographies, alors qu'avec Neige, j'avais eu tellement tout condensé qu'au final, j'ai pas eu l'impression d'être vraiment enceinte. J'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc, je m'étais dit que je ferais tout l'inverse. Et j'ai fait tout l'inverse. Donc, j'ai fait plein de rendez-vous, j'ai fait tout ce que je voulais pendant la grossesse. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai continué le sport. J'étais à la salle de sport la veille de mon accouchement. Je pouvais porter Nate. Je portais quand même Nate tout le temps. Parce qu'elle avait quoi, 3 ans et demi du coup ? Oui, c'est ça, 3 ans et demi. C'était ma grosse peur. Ça pesait quand même à 3 ans et demi. C'était vraiment ma grosse peur d'être alitée, de pas pouvoir porter Nate. Et au final,
Au final, j'ai pu porter Nate tout le temps, m'occuper de lui et tout s'est hyper bien passé. Donc non, trop chouette. L'accouchement aussi? L'accouchement aussi, comme je voulais, physio. Donc non, vraiment, rien à dire. Rien. Et ça fait du bien aussi, de se dire que du coup, on a le droit aussi au bonheur et de vivre des choses sans problème. Tu penses que c'était quelque chose qui était nécessaire pour continuer aussi, de pouvoir goûter à ça, d'avoir cet aspect-là de la vie? Oui. Ouais. Oui. Pour moi, particulièrement indispensable. Et au quotidien, je suis trop contente de vivre les bonheurs d'une parentalité classique. Je suis trop contente. C'est nécessaire à ton équilibre. Oui. Et comment ça se passe entre Amy et Nate? Comment ça se goupille? Parce que bon, là, elle a grandi un peu quand même. Amy, elle marche, c'est ça? Oui, elle marche, ouais. Elle marche. Ça va, ça se passe bien. Dès tout petit, au final, on voyait qu'il y avait une petite connexion entre eux. Nate, dès qu'il l'entendait, on voyait qu'il voulait interagir ou qu'il rigolait. Souvent, quand elle pleurait, ça le faisait rigoler. Ils se tournaient l'un envers l'autre, donc trop mignon pour se toucher. Enfin voilà. Après, il y a eu une période difficile où là, Amy, elle commençait à bouger de partout, à pas forcément comprendre. Que Nate, il fallait faire hyper attention à lui, qu'il peut pas se défendre. Elle voulait tout le temps lui tirer les cheveux, lui tirer sa petite tubulure, donc c'est ce qui est connecté à sa gastrostomie. Oui. Parce que les cheveux, j'allais te dire, écoute, tous les enfants que je connais font ça à leurs grands frères et grandes sœurs, mais la tubulure, c'est vrai que là, il y a un sujet quand même. Oui. Parce que c'est connecté souvent quand même, la tubulure? Tout le temps, oui, parce qu'en fait, nous, on la laisse quasiment en permanence, parce que c'est comme ça qu'on lui donne de l'eau, sa nourriture, ses médicaments. Après, on la range un peu sous son body ou. Ouais, mais faut pas tirer, quoi. Voilà, mais faut pas tirer, parce que sinon, effectivement, le bouton s'enlève et c'est pas drôle. Maintenant, on est formé. Enfin, du coup, depuis qu'il a été opéré, on est formé, donc on sait changer le bouton, mais c'est pas une partie très drôle. Oui, bien sûr. Ok, donc ça, du coup, elle a dû apprendre. Donc voilà, ça a été une période pas très drôle, effectivement, et maintenant, ça va. Maintenant, on voit bien, elle est tout le temps intéressée, elle veut reproduire des gestes avec les pipettes ou les médicaments, elle tire plus trop les cheveux, c'est plus des caresses, donc... Et elle s'aperçoit que son frère, il y a quand même une différence par rapport aux autres? Oui, je pense. Ouais. Oui, parce que du coup, elle a des cousines, un tout petit peu plus âgées et un tout petit peu moins âgées. On a eu plein de bébés en même temps. Elle joue avec ses cousines, il y a beaucoup de plus d'interactions, donc je sais qu'elle comprend et puis on parle beaucoup avec elle pour lui expliquer les situations, pourquoi Nate est comme ça. Donc oui, je suis sûre qu'elle comprend beaucoup de choses. Elle est gardée à la crèche? Non. Elle n'est pas gardée à la crèche. On a une nounou du coup qui vient à domicile le matin, 4 fois par semaine. Donc elle nous aide pour préparer un peu Nate le matin. Elle l'accompagne à la crèche, donc ça c'est chouette. Et elle garde un petit peu Amy à la maison. Faut que j'aille courir ou faire 2-3 autres choses. Mais pour l'instant j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit que je la mettrais dans la même crèche que Nate. J'ai repoussé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pour l'instant j'ai dit que je la gardais à la maison. Parce que je suis trop contente de l'avoir évolué. Pour la nounou, vous avez des aides? Il y a quelque chose? Il y a des aides d'ailleurs pour Nate? Alors pour Nate, pour la nounou, il y a la CAF. On embauche une nounou à domicile, donc c'est partout pareil. Ouais. Et pour Nate, oui. Du coup, ça passe par la MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Et par contre, c'est toujours un combat, c'est toujours très long. Faut être patient, faut toujours. À chaque fois, faut réexpliquer la situation, comme si la situation allait changer en 2 ans. Ouais. Donc nous, on fait des dossiers tous les 2 ans, parce que du coup, c'est quasiment 1 an d'attente. Et c'est se battre quand même, pour tout, que ce soit pour avoir des aides ou pour sa prise en charge ou pour tout. Ouais, ça c'est vraiment le retour des parents qui sont aidants familiaux, etc. C'est vraiment le retour à la MDPH, c'est l'enfer. C'est l'enfer. c'est l'enfer, c'est des dossiers de 30 pages. Je veux dire, votre quotidien est déjà quand même, il faut l'admettre, il est quand même déjà bien plus lourd que celui d'un parent lambda. Et en plus, l'administration est incapable de s'adapter. Enfin, c'est terrible. Oui. C'est des dossiers à faire tous les 2-3 ans, se répéter, contester la décision si on n'est pas d'accord. Mais bon, on a des aides. On a quand même la chance d'être en France et ça, faut pas l'oublier parce qu'il y a plein de choses il y a plein de prises en charge, même s'il y a beaucoup d'autres choses qui sont pas prises en charge et voilà, c'est pour ça qu'on a créé une association. Mais voilà, quand même, l'hôpital, il a un bon suivi, donc sur ce point, on a quand même la chance. Tu peux comparer dans ton groupe international, quoi, que... Oui.
sur Ça son permet de prendre un peu traitement, de ses recul aussi. traitements. Ok. Mais tout ça, c'est des coûts astronomiques et parfois c'est pris en charge, parfois c'est pas pris en charge. Et voilà. Tu parles d'association justement, vous avez créé une association qui s'appelle Le Sourire de Nate. Oui. Alors qu'on peut aussi retrouver sur un compte Instagram du même nom, @Le Sourire de Nate tout attaché si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Pourquoi as-tu décidé de créer une association et c'est quoi les missions concrètes aujourd'hui de cet asso? Oui, assez vite du coup, on s'est rendu compte que la prise en charge allait être très lourde parce que vraiment c'est un énorme polyhandicap. Donc il y a tout, il y a que des problèmes, mais il y a tout un peu à faire. Comme je dis, il doit avoir une poussette spécialisée, un fauteuil moulé. Bien sûr, il grandit, donc chaque année, il faut changer. Alors, Un fauteuil moulé, c'est-à-dire c'est un siège coque. Du coup, c'est moulé à son corps pour qu'il soit assis, parce que bien sûr, il peut pas s'asseoir sur il peut pas s'asseoir. Sur une poussette classique, ça marche pas. Et alors, on a gardé très longtemps la yo-yo. Ouais, okay. Pendant très longtemps. Mais on aimerait bien parce que ça coûte une blinde. C'est clair. Et du coup, l'année dernière, on a acheté une poussette spécialisée parce que il est trop grand. Et en fait, au fur et à mesure, tout va être aménagé. On lui donne le bain. On veut pas passer à quelque chose d'aménagé. Du coup, clairement, on se pète le dos. Et puis, à terme, on va avoir un véhicule aménagé parce que c'est trop difficile de le porter, de faire les transferts. Sa poussette spécialisée, du coup, faut la démonter en deux. Ça prend toute la voiture. Rien que ça, c'est hyper lourd. Donc voilà, tout doit être. Il faudra un véhicule où la poussette pourrait être accrochée directement. C'est ça, ou son fauteuil. Du coup, là, on a une poussette spécialisée, mais oui, c'est ça. Ça sera directement homologué et ça sera bien plus pratique. Après, ça coûte une énorme blinde et puis c'est un gros gap aussi à passer parce que du coup, en fait, chaque chose, au fur et à mesure, la poussette, c'était un gros gap et puis un peu tout. À chaque fois, on raye des cases, mais c'est aussi pour son confort, pour notre confort, parce qu'il faut tenir sur la durée. Et donc voilà, il a beaucoup de matériel spécialisé, il a une très grosse prise en charge, donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Et puis il y a d'autres choses, si on veut faire un stage intensif, partir à l'étranger, faire des thérapies qui viennent pas de France, du coup tout ça, c'est un énorme coût. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'association Le Sourire de Nate. Donc, au final, c'est arrivé assez vite. Ça fait 3 ans qu'on l'a créé. Mm-hmm. Et voilà, ça nous permet concrètement de financer du matériel spécialisé, des séances de thérapie. Et aussi, on a à cœur d'aider d'autres familles, des organismes qui œuvrent en faveur du handicap. Comment ça fonctionne le financement du coup là ? On a des dons, on a des adhésions, on a une campagne sur Hello Asso. Okay. On crée des événements. Donc chaque année on fait une tombola virtuelle, comme ça tout le monde peut participer. On fait une course solidaire pareil virtuelle. Voilà, on crée des événements à droite à gauche. Il y a des personnes aussi qui créent des événements ou qui vendent des choses au profit de l'association. Et c'est sûr que ça nous aide. Jamais on aurait pu acheter la poussette spécialisée l'année dernière. C'est combien ? 5500. Putain, pardon. 5500 € la 5500 avec une prise en charge de la Sécu de 1500, donc il reste quand même 4000 €. Et ça, c'est pas avec toutes les options, parce qu'en fait, c'est nous qui on choisit les options. Et chaque option, ça coûte entre 300 et 600 €. Donc au début, on prend pas toutes les options. Et puis là, par exemple, on vient d'acheter justement une pièce, ça s'appelle sécurité de transport. C'est justement pour pouvoir que la poussette soit homologuée. Donc pour l'instant, nous on n'a pas de véhicule aménagé, mais si le CESAD pour faire une activité, ils ont besoin de le transporter, il faut cette pièce. Et là donc je l'ai payé hier 616 €, un petit bout de métal à rajouter sur la poussette. Voilà, si on veut acheter une chancelière pour qu'il n'y ait pas trop froid l'hiver, c'est 500 € la chancelière. Enfin tout quoi. Donc ça coûte très très cher. Non mais une poussette quoi. Très très cher. Et là, on est en train d'aménager sa chambre pour qu'il ait plus de confort. Enfin, c'est une approche qui s'appelle Snozellen. C'est assez répandu maintenant. Et du coup, c'est une approche qui vient de Hollande et c'est beaucoup de lui il est très sensoriel parce que du coup il peut pas jouer tout seul, c'est compliqué de trouver des activités avec lui. Par contre, il est très sensoriel. Donc il adore tout ce qui est lumineux, sonore. Donc voilà, on va tout bien aménager sa chambre avec plein de choses, des colonnes à bulles, des fibres optiques, etc. Donc c'est un gros projet là qui est en cours. Pareil, qui coûte cher, mais du coup voilà, on a envie de lui créer son petit cocon. Il y passe beaucoup de temps dans sa chambre. Et on a envie au quotidien de lui apporter du petit bonheur tout le temps.
C'est quoi les plus grands défis là qui vous attendent? Et aussi tes plus grandes peurs? Bah, ma plus grande peur, forcément, c'est de le perdre. Ou nous, de partir plus tôt et que, qui va s'occuper de Nate? Parce que, c'est quand même une prise en charge énorme. En fait, nous, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est notre hantise, au quotidien, c'est de se casser la jambe, de se casser un bras, parce que, en fait, notre première pensée, c'est pas du tout nous, c'est comment on va faire pour s'occuper de Nate. Heureusement qu'on est deux, déjà, avec Victor. On a aussi beaucoup d'aide de la famille. On est hyper soudés, donc ça, on a la chance et c'est hyper important. Mais ça, c'est notre peur de se casser quelque chose, ou juste, d'avoir, nous, aussi une maladie, de devoir aller à l'hôpital, enfin. Donc ça, c'est notre grande peur. Donc toi, t'as pas la grippe, alors? En fait, quand on est malade, on n'a pas Oui, j'ai écouté ton journal du papa. Nous, on n'a pas le droit d'aller mal, en fait. Ouais. On se met un peu de côté et si on est malade, tant pis, quoi. Enfin, c'est pas grave. Nate, c'est 1000 fois pire. En fait, quand on voit ce qu'il traverse, parce que du coup, là, il a eu une rhinopharyngite, donc on peut se dire que c'est pas grand-chose. Mais chez lui, vraiment, c'est atroce. Ça prend des proportions qui sont indescriptibles. Du coup, il m'a filé, mais en fait, c'est pas... Enfin... Oui, t'es pas très bien, mais tant pis. On n'a pas le temps de se reposer. Oui, non, bien sûr. Mais sur une rhino, tu vois, encore ça va, mais quand tu te manges une grippe ou un Covid et que t'as 42 fièvres pendant 3 jours. Ouais. Après, on peut compter aussi sur l'autre, mais oui. Mais oui. Globalement, on se dit qu'on n'a pas trop le droit d'aller mal. Okay. Et le grand défi, le monde du handicap, comme on a dit, sa prise en charge. Typiquement, par exemple, donc là, il va dans une crèche, mais c'est jusqu'à 6 ans. Donc l'année prochaine, ça s'arrête. Si on n'a pas de place dans un institut spécialisé, parce que le CESAD, c'est que 2 jours, on se retrouve avec 3 jours où on doit garder Nate et qu'on n'a pas... Enfin, c'est... L'institut, ça fait déjà 2 ans qu'on est sur liste d'attente. Enfin, tout est très, très, très long. Et on ne sait jamais... C'est l'occasion de rappeler qu'il y a entre 12 et 15 000 enfants en situation de handicap en France qui n'ont pas de solution, ni de scolarisation, ni de prise en charge dans une structure spécialisée. Oui, tout à fait. Et qui doivent se retrouver, du coup, comme il y a une obligation de scolarisation en France, qui se retrouvent parfois même dans des écoles publiques sans même une AESH pour accompagner. Donc, c'est pas évident tout ça. Est-ce que vous voyez faire un 3e enfant? Moi, oui. Victor, pas trop. Pas trop. Après, la sortie d'épisode, ça se trouve. On verra. Moi, oui. Alors, il y a quand Amy est née, 2-3 mois après, j'en voulais encore 2 de plus. Ah ouais. Ouais. Finalement, avec le temps qui passe, je me dis que c'est déjà bien. Un de plus. Un de plus, okay. Mais pas forcément 2. Après, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas comment ce que la vie nous réserve. Mais oui, j'ai envie aussi qu'Amy elle ait un petit frère ou une petite sœur pour découvrir un autre type de relation, même si je suis persuadée que par contre la relation avec Nate elle est super belle et qu'elle va être encore plus belle et que ça lui... forcément elle va être une enfant qui est hyper à l'écoute, hyper ouverte à la différence, qui est une richesse. Et aussi de vivre une dernière fois une grossesse, de vivre une dernière fois toutes ces premières fois. J'ai du mal avec les dernières fois. C'est toujours très dur. Peut-être que d'ici à ce que l'épisode sorte, on avait parlé avec Noëlla, mais on doit faire un épisode sur le postpartum avec Noëlla. Il sera peut-être sorti d'ici à la sortie de celui-là, mais pour qu'elle raconte justement cette difficulté qu'elle a eue du deuil de la dernière grossesse, du dernier allaitement. On avait évoqué rapidement, mais c'est un vrai sujet apparemment. Donc, alors que moi, je me suis précipité sur la vasectomie, tu sais. Mais c'est un vrai sujet, quoi. Comment tu te vois dans 5 ans? Comment je me vois dans 5 ans? C'est tellement dur de se projeter. Moi qui adorais avant, du coup, me projeter, tout contrôler. Ah, puis toi qui avais 4 boulots. Non, mais tu vois. J'étais tout le temps dans l'hyper-contrôle, forcément. Et du coup, avec Nate, c'est l'inconnu. Enfin, j'ai appris à, entre guillemets, lâcher prise, même si c'était pas simple. Et en fait, on décide pas sa vie. On a beau avoir des projets, du coup, ça se passe pas toujours comme prévu. Après, dans 5 ans, peut-être un 3e enfant, du coup. Ok, il y a ce projet-là. Mais après, tu as aussi le droit de dire, moi, je me projette pas, tu vois. Mais il y a quand même le projet BB3, quoi, qui est dans ta tête à toi, en tout cas. Oui. Ou dans ton corps, pas peut-être. Forcément tout de suite. Mais pas trop non plus dans longtemps.
Donc dans 5 ans, ça va, ça va. Ouais, c'est dans les 5 ans. Moi, après, je suis pas la seule décisionnaire. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui nous écoutent, aux futurs parents, qui viennent de découvrir ou qui découvrent une situation de handicap dans leur enfant, un peu comme vous avez fait quel message tu aimerais leur passer? Bah déjà, ces personnes, forcément, je les soutiens. Je les soutiens et qu'elles n'hésitent pas du tout. C'est aussi pour ça qu'on a créé notre compte Instagram où du coup, on échange beaucoup. J'échange beaucoup avec d'autres parents. Je sais que c'est une période, c'est indescriptible quand on a un diagnostic. Donc, il faut s'autoriser. Déjà, c'est très dur, mais ne pas forcément culpabiliser parce que c'est la première chose qu'on fait, et je suis la première à le faire, à culpabiliser, mais au final, ça aide pas forcément à avancer. Mais voilà, d'extérioriser, de ressentir sa peine et sa douleur, c'est totalement légitime, parce que je trouve qu'il y a quand même rien de pire que de voir son enfant mal, et je préférais moi, bien sûr, prendre tous ces mots, mais de dire que ça va pas, de demander du soutien, du répit. C'est hyper important. De demander de l'aide, c'est pas ce qu'on fait d'habitude et c'est difficile à demander, mais au final, c'est comme ça aussi qu'on tient à l'instant T et sur la durée. De se rapprocher aussi d'autres parents s'ils ont envie pour échanger, même si c'est d'autres maladies. Au final, il y a quand même beaucoup de situations similaires. D'ailleurs, on a créé un autre compte avec 2-3 autres mamans pour aider vraiment. En fait, de se dire, parce que quand on débarque dans ce monde du handicap, du polyhandicap, c'est un monde vraiment inconnu. On passe des heures et des heures à tout chercher. Il y a 1000 thérapies, il y a 1000 professionnels vers qui se tourner. Comment rédiger un dossier MDPH, 1000 questions. Du coup, on a essayé de tout recenser sur ce compte Instagram qui s'appelle Mode Emploi Parents Différents. Okay. On fait des lives avec des professionnels, d'autres familles, pour essayer de alléger cette charge mentale qui est déjà énorme, et au lieu de trouver des solutions, qu'elles viennent un peu à nous, quoi. Et donc voilà, et de profiter de chaque petit bonheur de la vie quotidienne, de se rendre compte, voilà. Merci beaucoup, Marion. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.